Bonjour et bienvenue sur Maghreb est également sur le site Maghreb Intelligence. Aujourd'hui, nous allons parler de l'affaire Nasser el-Jeune, le feuilleton Nasser el-Jeune, ancien patron de la DGIC, les renseignements internes algériens. L'annonce de sa fuite a été faite d'une manière un peu bizarre parce que les autorités n'ont pas communiqué sur ça. Les influenceurs, les journalistes algériens, surtout installés en Europe, ont repris l'information, l'ont diffusée. Les autorités algériennes n'ont jamais tiqué. On n'en savait rien. 3 jours après, les mêmes influenceurs, les mêmes journalistes annonçaient son arrestation. Et puis patatras, El Confidencial, un journal électronique espagnol, annonce son arrivée en Espagne au bord d'une patera. Harag, le général puissant, a fui l'Algérie au Harag. Aujourd'hui, on aimerait en savoir plus avec nos invités. Deuxième sujet à aborder, c'est le e-visa instauré par le Maroc pour 8 pays africains, mais surtout pour l'Algérie et la Tunisie, pour la Coupe d'Afrique organisée au Maroc en décembre-janvier 2025-2026. Ce visa a été instauré depuis le 25 électronique, du 25 septembre au 25 janvier, 4 mois. Troisième sujet pour notre émission, la Palestine. L'Espagne et la France reconnaissent l'État palestinien. Est-ce que cette affaire-là de la Palestine, qui était un peu l'affaire de tous les Arabes, de grands pays arabes, est sortie de leurs mains pour aller vers des puissances européennes? Avec moi sur le plateau, Mouniem El-Amrani, consultant de Maghreb Intelligence pour les affaires internationales, et depuis Paris, Abdou Sammar, patron, cette fois-ci je ne vais pas m'en tromper mon cher, de Algérie Part. Bonjour. Bonjour Karim. Bonjour Abdo. Bonjour Abdo. Bonjour Karim, bonjour Monem, un plaisir de vous retrouver. Nasser el-Jeune, salutations à toutes les personnes tu étais l'un des regardent. premiers à annoncer son arrestation, tu as annoncé aussi son arrestation et son arrestation. Finalement, il serait en Espagne, c'est vrai ou faux? Alors Karim, effectivement, j'ai été le premier à avoir annoncé sa fuite, son départ. J'ai été le premier à avoir dit qu'il voulait partir en Espagne, qu'il a planifié son départ en Espagne. Il s'avère que la vérité, je n'ai jamais de mémoire de journaliste. C'est la première fois que je me retrouve face à un dossier où j'étais confronté à des pressions exceptionnelles. De la part de qui? De la part de qui? De la part des autorités algériennes, naturellement. Et de la part de qui? De la part des autorités algériennes, de la part de toutes les sources qui étaient liées aux autorités algériennes, de la part de toutes nos sources qui sont même indépendantes, même les sources les plus indépendantes, ont été manipulées, intoxiquées par les autorités algériennes. Alors, du 18 au 21 septembre 2025, on avait couvert sa fuite, là il y avait une traque, etc. Le 21, on nous a convaincus qu'il a été retrouvé. Mais dès le départ, cette information, je l'ai prise avec beaucoup de pincettes. Parce généralement, quand un fait est prouvé en Algérie, il y a eu unanimité au sein des sources. Cette fois-ci, il n'y a pas eu d'unanimité au sein des sources, puisque une partie de nos sources a affirmé qu'il s'était rendu, une autre partie a affirmé qu'il a été arrêté. Bon, on était obligé de donner l'information, puisque la traque a été levée, le dispositif sécuritaire a été levé. Donc, le fait que le dispositif militaire et sécuritaire soit levé nous avait poussé à croire, à donner une crédibilité à cette information. Mais très rapidement, vous avez certainement suivi notre travail sur Algérie Part, durant les 3 jours qui ont suivi, du 21 jusqu'au 24. Le 23 septembre, on avait déjà émis des doutes. On a dit, si on nous mentait. Et juste hier, je l'ai dit, il n'y a aucune trace. Le 24 septembre, j'ai dit, il n'y a pas de trace. J'ai vérifié, j'ai cherché. Il n'y a pas de trace de Nasser el-Jeune nulle part. Ni dans un bunker, ni dans une caserne, ni dans un centre de détention. Dans une prison. Ni en prison, nulle part. Alors, quand on retrouve quelqu'un, il y a au moins 5 personnes qui le voient. Au moins. C'est pas possible. Donc, hier, j'avais exprimé mes doutes. J'ai dit, pour moi, il y a un problème. C'est un jeune, tu peux pas le voir. Non, mais on l'a fait disparaître. Puisque moi, j'ai pensé à la thèse qu'il soit assassiné. Ça a déjà existé. Ils veulent pas l'assumer ou ils n'ont jamais attrapé. Et comme par hasard, Ignacio Sombrero, soit confidentiel, il nous sort cette information explosive aujourd'hui qui confirme qu'il est en Espagne. Ce n'est pas une confirmation des autorités espagnoles, naturellement.
ça ne vaut pas une confirmation définitive et officielle, mais ça nous oriente vers la piste espagnole, étant donné qu'il n'y a aucune trace physique de lui. Et depuis que El Confidencial et Ignacio Sombrero ont sorti l'information, les sources algériennes, leur langue se délie et commencent à avouer qu'elles ont été manipulées ou qu'elles ont été pressées de nous manipuler ou elles ont été instrumentalisées pour nous manipuler, qu'effectivement, il n'y a pas de trace, il n'y a aucune preuve que Nasser Al soit en Algérie et que visiblement, il a réussi à obtenir sa fuite en Espagne. J'ai parlé avec l'auteur de l'article, que vous connaissez bien, j'imagine. Je crois qu'il n'est pas très aimé au Maroc. Il n'est Je sais pas pas, très, moi très je le aimé trouve au charmant. Maroc. Moi je le trouve charmant, je l'ai Ouais. déjà connu, j'ai dîné avec lui plusieurs fois, non, non. Il a vécu Voilà, ici pendant c'est des années, il a même Voilà. écrit un livre sur le Et- roi, donc... Voilà, c'est. Il a même des filles adoptives marocaines. Il est, qu'on le veuille ou non, qu'on soit d'accord avec lui ou pas, il est considéré comme l'un des meilleurs spécialistes du Maghreb dans le monde hispanophone et en Europe. Il m'avait confirmé lors de mes échanges, il m'a dit, écoute, il est en Espagne, je ne peux pas tout dire, mais les autorités lui ont confirmé, il aurait été déjà interrogé par les autorités espagnoles, et la version qui a été rapportée par Ignacio Sombrero, quand même, elle colle à la version que plusieurs sources très proches de l'entourage Nasser Al nous ont communiqué, à savoir qu'elle a pris la fuite parce qu'il se sentait menacé, qu'on voulait l'éliminer, qu'on voulait se le liquider, qu'il commençait à devenir très gênant parce qu'il a des dossiers très lourds sur l'entourage de Saïd Chengelha et de Abdelmajid Tebboune. Donc, je pense qu'à 90%, nous avons la vérité sur cette affaire. Un patron des services secrets algériens, il a quand même suffisamment d'argent et de contacts pour pouvoir fuir le pays, s'infiltrer au milieu des Harragas. Quand on voit que des gamins ont réussi à s'enfuir, je vois pas comment Nasser Al n'aurait pas réussi à s'enfuir. C'est un cas sans précédent. Oui, mais il était en résidence surveillée. C'est pas un gars qui se baladait Oui. un peu partout. Sinon, il aurait pris un C'est avion et un ticket, un billet d'avion. Non, Il mais serait parti, ça- normalement. Le constat, ce que tu dis, Karim, est vrai, mais en réalité, l'affaire Nasser Al c'est pas une question, c'est pas un scandale de fuite. C'est le désaveu d'une politique. Nasser Al a été aidé par un groupe d'officiers, par des alliés, des amis à lui, qui ne voulaient pas le voir en prison et qui ne supportaient plus que Tebboune et Saïd Chengelha gouvernent le pays d'une manière aussi tyrannique que celle que nous constatons aujourd'hui. Il y a un coup de gueule. C'est un signal de révolte. Ça y est, Nasser Al pour moi, c'est pas une fuite ordinaire. C'est une révolte interne au sein du régime. La répression, la persécution, Et Baraket. c'est pas la révolte, Là, c'est pas la révolte d'un peuple, c'est une révolte au sein d'un système. C'est ça ce qui est inquiétant, mon ami. Absolument. C'est qu'aujourd'hui, ce que dit Abdou Samar dit que c'est une révolte. La révolte viendrait de hauts placés, de hauts officiers, ce qui est quand même très inquiétant pour le régime. Bah c'est sûr que c'est très inquiétant pour le régime algérien, c'est aussi très inquiétant pour la région, de toute façon, toute la région maghrébine, Méditerranée occidentale. Et tout ce que vient de dire Abdou, et puis aussi entre les lignes de ta question, c'est que de toute façon, c'est le général Abdelkader Haddad, alias Nasr al-Jinn, s'il a pu arriver en Espagne, eh ben, c'est que c'est pas un harraga normal. C'est-à-dire les jeunes, que ce soit du Maroc, les pays subsahariens, des Algériens, des Tunisiens qui se jettent à l'eau dans des pateras de fortune, ils ont peut-être plus de chance qu'un directeur, un patron d'un service de sécurité aussi puissant dans un pays aussi important que l'Algérie, et dont la nature du régime, elle est ce qu'elle est. Donc, c'était pas évident pour lui. Donc, s'il a réussi, bah, ça veut dire qu'il a été aidé. Sinon, il ne peut pas juste prendre la poudre d'escampette et traverser les 300 km qui séparent les côtes algériennes de la province d'Alicante où il est arrivé. En ligne droite entre Alger et Alicante, c'est 344 km et en ligne droite d'Oran, c'est 300 à peu près. Donc, ça prouve justement qu'à l'intérieur de... Ça fait pratiquement une demi-journée de voyage. 5 heures, si on présume qu'il est parti au bord d'un Zodiac ou d'un bateau rapide, donc il faut à peu près 5-6 heures, voire plus, pour arriver. Et puis, en arrivant sur place, et Alicante, la province d'Alicante, elle est connue, c'est là où débarque la majorité des Harragas, justement,
qui brûlent ou qui partent de l'Algérie, parce que c'est vraiment le point le plus proche. Et puis avant il y a une petite île qui dépend je pense, de l'archipel des Baléares, mais c'est surtout vers Alicante. Et dans la province d'Alicante, qui fait partie de la communauté autonome de Valencia, il y a une importante communauté algérienne. Et d'ailleurs, suite à l'article de Sembrero sur El Confidencial, qui dit qu'il est arrivé en citant une source, ces sources, il les a pas nommées, mais il a dit qu'il tient l'information de la sous-direction ou de la sous-préfecture, de la sous-délégation du gouvernement à Alicante. La sous-délégation, c'est un petit peu la préfecture d'Alicante. C'est le représentant de l'État, du gouvernement espagnol dans la province d'Alicante. La délégation du gouvernement espagnol se trouve au niveau de la communauté de Valencia, dans ce cas-ci. Et puis, dans chaque province, il y a une sous-délégation. Donc, c'est auprès de ces gens-là qu'il a appris, qu'il a pu confirmer l'arrivée du général algérien à Alicante, voilà, en Espagne. Et puis par la suite à son article, il y a eu aussi des confirmations qui ont arrivé par toute la... Il y a même des médias espagnols qui maintenant citent Sembrero et citent des Algériens, des citoyens algériens établis dans la province d'Alicante, qui ont dit qu'effectivement, c'est vrai. Donc en fait, quand Abdou tu dis 90%, moi, on peut dire 100%. À 100%, il est en Espagne. Il est en Espagne. Mais, moi, la question... je pense aussi, je termine là-dessus, donc il a bénéficié de l'aide, à mon avis, de complicité en Algérie et aussi en Espagne. Il ne faut jamais oublier que entre j'allais dire l'État profond espagnol et l'État profond algérien, notamment les services de sécurité, l'armée algérienne et l'armée espagnole, il y a des complicités qui remontent au temps du général Franco et du président Houari Boumedienne, et qui sont toujours là. Des complicités entre il y a des canaux à travers des gens qui sont probablement plus dans les affaires, mais il y a des liens qui existent depuis cette époque-là et que les Espagnols ne parleront pas. Ouais. Non, les Espagnols n'ont jamais pardonné à l'Algérie d'avoir accueilli un moment l'État. Oui, non, mais ça, je suis d'accord, il y a ça. Mais il ne faut pas oublier, à l'époque, très rapidement, dans les années 70, effectivement, l'État était là-bas. Il y avait aussi un petit mouvement microscopique d'indépendance des îles Canaries qui était aussi là-bas. Il y avait l'opposition chilienne. En fait, tout ça, l'Occident et l'Espagne avec l'Espagne de Franco, tout le monde savait que ça existait à Alger. Et en fait, ils laissaient faire. Et les Algériens, en fait, du temps de Boumedienne, ils manipulaient tout ce monde-là. On peut revenir dans tous les bouquins, dans tous les articles qui se sont écrits dans les années 60, 70 et tout ça, notamment dans l'affaire du Sahara et le conflit maroco-algérien avec l'Espagne et tout ça sur l'affaire du Sahara. Les connivences ont toujours été là. Et il y a des réminiscences ça existe encore. Donc moi, je pense Abdou, là, si le général Abdelkader Haddad dit Nasser el-Jen, est-ce que aujourd'hui on peut à Alger sortir, aller jusqu'à Oran, préparer une chaloupe ou bien un Zodiac ou n'importe quelle embarcation? Je sais que pour le simple des mortels, ça prend quand même le simple harrag lambda, ça prend des mois de préparation. On n'arrive pas, c'est pas une station de bus, c'est pas une station de taxi. On n'arrive pas, on prend le premier bateau qui sort, voilà, et on part. C'est quand même, il faut sortir, il faut échapper à la vigilance des gardes-côtes, il faut échapper aux gendarmes, il faut échapper à la vigilance des gendarmes. Franchement, comment ça s'est fait? Comment peut-on imaginer qu'un monsieur c'est un feuilleton Netflix, qu'un monsieur aussi puissant que Nasser el-Jen, aussi surveillé, je suppose, une boîte noire, puisse sortir d'Alger pour se rapprocher des 300 km dont Monim a parlé. Il faut aller vers l'ouest. Oui, il traverse tout ça, probablement quitté et puis arriver en sécurité, il ne se noie pas.
Il se noie En pas. fait, Karim, il y a plusieurs scénarios qui sont sur la table. Nous n'avons pas, pour le moment, il faut être honnête, nous n'avons pas des réponses à toutes les questions. Ouais. Ça nous rappelle le cas de Carlos Ghosn, comme il a fait le Japon, par exemple. On a toujours des évasions spectaculaires dans l'histoire de l'humanité. L'Algérie ne peut pas faire l'exception. Maintenant, on ne parle pas de n'importe qui. Nasser Djen, c'est une légende. Ce monsieur est une véritable légende. C'est un as de, comme l'a dit le journaliste espagnol Ignacio Sombrero, c'est quand même un peu l'un des cerveaux de l'antiterrorisme en Algérie. Il a quand même les moyens, l'argent et les contacts pour infiltrer les haragas. Alors, comment il l'a fait? Il y a plusieurs hypothèses. D'abord, on n'est pas obligé d'aller à l'ouest de l'Algérie pour Exactement. rejoindre l'Espagne. Ouais, ouais. Aujourd'hui, des gamins à la Pérouse, à 30 km d'Alger, l'ont démontré. Aujourd'hui, les wilayas du centre du pays, des plages d'Alger jusqu'à les plages de Chlef, de Boumerdez, de Bchaya, sont devenus des bases arrières de plusieurs haragas qui partent vers l'Espagne. Quand on a une bonne embarcation, avec des moteurs puissants, on peut atteindre l'Espagne au bout de 10 heures, voire 15 heures, même si on départ de n'importe quel point de la côte algérienne. Donc, les informations qui nous parviennent, qui ne sont pas encore recoupées, parlent de plusieurs scénarios. Le premier scénario, c'est qu'il aurait il aurait été récupéré par un bateau en haute mer, un petit bateau d'une capacité moindre, d'une faible capacité, l'aurait emmené jusqu'aux eaux internationales. Un autre bateau qui l'attendait l'aurait récupéré pour l'emmener vers l'Espagne. Et il n'est pas écarté aussi l'implication d'une puissance étrangère. Peut-être qu'il y a une puissance étrangère qui s'est impliquée. C'est pas écarté. Toutes les hypothèses sont sur la Quand table. tu parles de puissance étrangère, tu regarderais vers qui? Franchement, Nasser Djen était apprécié pour ses compétences et par de nombreux partenaires importants du pays. Les Américains, ils ont beaucoup de respect pour des profils comme Nasser Djen et beaucoup d'intérêt aussi. C'est un anti-islamiste invétéré, c'est un ancien de l'antiterrorisme, un expert de l'infiltration, un DGSI algérien travaille beaucoup avec les services secrets américains. C'est complètement possible. Les Espagnols ne sont pas à l'abri des soupçons. Je suis d'accord avec Monem. Aujourd'hui, l'Espagne, l'Algérie, pour elle, est devenue une source de préoccupation majeure. Il faut savoir que Nasser Djen dirigeait les enquêtes sur les filières d'immigration clandestine. Que la DGSI algérienne était même soupçonnée à un moment donné par les autorités européennes de ne pas jouer le jeu et de laisser trop passer. Je rappelle, d'ailleurs, l'Algérie aujourd'hui, elle est, entre guillemets, dans une situation confortable. Parce que le 18 et le 19 septembre 2025, aucune barque n'a pu prendre la mer. Les gardes-côtes algériens, ils ont verrouillé la façade maritime de la capitale algérienne et ses environs. Donc, les pêcheurs ne pouvaient même pas sortir. Donc, le régime algérien, il a les moyens de verrouiller les côtes quand il le veut. Et pourtant, des embarcations arrivent à quitter le pays. Nasser Djen peut être aussi une source précieuse pour les Espagnols. Pour n'importe quelle puissance étrangère, quelqu'un comme Nasser Djen, c'est du pain béni. Donc, il est possible qu'il a bénéficié d'une aide. Mais c'est une hypothèse. On a réellement, cette histoire va livrer ses secrets plus tard. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le comment qui compte. C'est le pourquoi qui est grave. C'est quand même un patron des services qui part parce qu'ils se sont... Avec une mine d'informations extraordinaire. Non mais Karim, les gens ne mesurent pas. Sans Nasser Djen, il n'y aurait jamais eu de deuxième mandat de Tebboune. Jamais il y aurait eu de deuxième mandat de Tebboune, il faut dire la vérité. C'est l'homme qui a ramené le deuxième mandat. C'est l'homme qui a empêché... Nasser Djen était une terreur. En Algérie, durant les 4 dernières années, on se disait, on rêvait d'être arrêté par tout le monde, sauf par les services de Nasser Djen. C'est une terreur, elle a terrifié tout le monde. Il a balisé le terrain pour Tebboune. Il y a eu des élections anticipées présidentielles qui se sont déroulées sans la moindre dérive. Rappelez-vous, en décembre 2019, la Kabylie, elle a brûlé les bureaux. Il n'y a pas eu un vote en Kabylie. Cette année 2024, en Kabylie, l'année dernière, il n'y a pas eu un incident en Kabylie. Même la Kabylie, elle a été domestiquée. Il faut dire la vérité, elle a été dominée. Nasser Djen a fait un travail de répression inimaginable, d'une efficacité redoutable. Et pourtant, il a été arrêté comme récompense. Non, il a été arrêté. Pourquoi? Parce qu'on l'a on l'a expliqué dans nos émissions. Brièvement, il faudra 2 heures pour expliquer tout ça. Parce qu'il est devenu un danger. Il faut dire la vérité. Il a 55 ans. Il est en bonne santé. Il est devenu général. Et il a des ambitions. Il a un clan avec lui. Il a des partisans. Il est devenu un danger pour eux.
Il est devenu un danger pour les vieux, c'est tout. Il a des Bah, quand je dossiers dis ça, aussi, je des suis pas en dossiers train de le sur. défendre, mais c'est une vérité. Il est devenu un danger. Ce mec aurait pu devenir il voulait certainement devenir patron des services et il devait être parmi les prochains faiseurs de président. Et pour Shangri-La et Tebboune qui ont 81 piges et qui doivent partir un jour, dans les prochains jours, dans les prochaines années en tout cas, Nasser al-Din est devenu un danger. C'est ça la vérité. Qu'on l'aime, on l'aime pas. Qu'on nous dise que c'est un criminel, pas criminel. Ça, c'est de la morale. Nous, on doit informer, donner des informations. Ce monsieur est devenu un danger. Il est devenu un danger, on l'a neutralisé. On a voulu le neutraliser. C'est ça la vérité. Mais aujourd'hui, quand on parle de Nasser al-Din, on parle de Shengreha et de Tebboune, on parle aussi du clan qui a aidé Nasser al-Din. Réellement, qui est ce clan? On voudrait savoir les contours de ce clan. Qui sont-ils, ces gens-là? Ces généraux? On n'a pas, encore une fois, il serait prétentieux de ma part et de la part de n'importe qui de donner des informations comme ça, très détaillées, etc. On ne va pas être dans le mensonge, mais on a une idée globale de qui sont ces gens-là. C'est même pas un clan, c'est un groupe. En réalité, aujourd'hui, les officiers qui sont âgés de moins de 60 ans, et qui ont soutenu Tebboune et Shangri-La dans leurs efforts pour asseoir leur pouvoir sur le pays, se sont trahis. Parce qu'ils en ont marre. Tout le monde va se retrouver en prison, c'est insupportable. Les jeunes officiers n'en peuvent plus. Demain, parce que si Nasser al-Din a été emprisonné, voire même s'il a été liquidé, parce que certains de ses proches confirment la thèse qu'il était menacé de mort, que serait-il advenu des autres? Les autres ont commencé à prendre peur, ils ont dit mais c'est bon, ils ont perdu les boules, Tebboune et Shengreha. Ils ne peuvent pas mettre tout le monde en prison de façon régulière et permanente sans que les gens se révoltent. À un moment donné, cette doctrine de la persécution, de l'emprisonnement arbitraire ne fonctionne pas, ne marche pas. Même les pires des tyrans peuvent être contestés de l'intérieur. De l'intérieur, c'est pour ça que je vous ai dit, c'est une révolte. Cette révolte, elle a commencé par Nasser al-Din, elle risque d'aboutir ou de se développer plus tard par d'autres événements. Très bien, aujourd'hui, on va parler d'une lutte de clans ou de groupes. Je pense, ouais, c'est un conflit de génération, ce que vient de nous expliquer. Je pense qu'on en a parlé déjà il y a une semaine, lors d'une émission précédente. Je pense qu'actuellement, il y a en Algérie une génération de généraux, d'officiers supérieurs, ça rappelle un petit peu l'affaire de Général Qaïdi, le général Qaïdi. Plus ou moins. Donc ces gens-là, eh ben, ils se sentent, comme a dit Abdou, trahis par les deux octogénaires qui se partagent le pouvoir en Algérie, et ils sont un petit peu peut-être pressés de vraiment prendre les commandes du pays. Et ce général-là, d'après ce qui a été écrit, il détient, de par sa fonction d'ailleurs, il détiendrait une ou plusieurs clés USB dans lesquelles il a plein de dossiers sur tout le monde. Et s'ils se sentent menacés avec le climat délétère, avec tous les généraux, tous les officiers qui se font arrêter, ou qui se font démettre de leurs fonctions, s'ils osent une petite pensée, pour ne pas dire critique, comme c'est arrivé avec ce général Qaïdi, lui, apparemment, il se sentait menacé dans sa vie. Il savait que s'il se retrouve en prison, il risquait sa vie, d'après ce qui ressort. Donc, il a préféré partir. Mais c'est une lutte de clans, mais ça reste opaque. On ne peut pas savoir. Hein, c'est l'opacité la plus totale. Et on peut que faire des conjectures pour essayer un petit peu de décrypter, de lire et tout ça. Et moi, je pense, je termine avec ça, je ne serais pas surpris si un jour on venait à savoir qu'en fait il a bénéficié d'une complicité à l'intérieur, mais aussi d'une complicité de la part de services d'un pays étranger, l'Espagne, la France, les États-Unis. C'est un personnage comme ça ne part pas. Ne réussit pas sa fuite aussi facilement. Alors une dernière question pour clore ce dossier. Abdou Mouneim, je vous pose la question. Sommes-nous à la veille d'un coup d'État en Algérie? Je vais être cru et cash. Moi, j'étais le premier à émettre des hypothèses sur une tentative de coup d'État quand on a vu le dispositif sécuritaire et militaire qui a été déployé le 18 et le 19 septembre dernier. Mais c'est difficile de faire en Algérie parce que là, il n'y a pas une génération de généraux très politisés.
La révolte ne signifie pas pour autant qu'il y a un courant politisé qui veut prendre le pouvoir. Aujourd'hui, les généraux qui sont âgés de 50 ans et de moins de 60 ans sont tous des technocrates en Algérie, ils maîtrisent très très bien la technique militaire et les savoir-faire militaires parce qu'ils ont étudié dans les grandes académies militaires en Russie, aux États-Unis, ou dans les pays occidentaux ou en Chine, mais on ne sent pas en eux une vision politique. Franchement, la vérité. Maintenant, le pays, encore une fois, n'est pas à l'abri de troubles ou d'une secousse pour une raison simple. Cette politique, encore une fois, je le dis, et je tirais la sonnette d'alarme, la politique de Schengen et de Tebboune, elle a atteint ses limites. Cette politique, on peut mettre tout le monde en prison, on peut briser tout le monde, on peut réduire tout le monde à néant, elle ne marche pas. Elle ne marche plus, elle ne peut plus marcher. Elle va créer, si Tebboune et Schengen ne tirent pas la leçon de cette histoire, de cette affaire de Nasser el-Jinn, ils essayent de continuer dans leur politique de répression absolue, il peut y avoir une explosion de l'intérieur, c'est fort probable. Mais dire qu'un coup d'État, je pense que c'est un peu s'aventurer dans des analyses un peu hâtives pour le moment. Moi non plus, je ne crois pas à la possibilité d'un coup d'État en Algérie, tout simplement parce que de toute façon, les différents clans qui dirigent, enfin qui sont le socle de l'État algérien, à un moment ou à un autre, ils réussissent toujours à se mettre d'accord pour maintenir justement la nature du régime qui existe tel qu'il a été établi par Boumedienne et Ben Bella en 1962. Hein. Très bien, passons à un sujet qui déchaîne les passions réellement, c'est le football. On est à la veille d'une CAN qui sera apparemment historique vu les infrastructures préparées par le Maroc. Surtout si on la gagne. Ah oui, oui, surtout. Ou surtout si l'Algérie vient la gagner ici. Et surtout si l'Algérie la gagne encore. J'allais glisser cela. Il t'a brûlé la politesse. Il t'a brûlé la politesse, voilà. Non mais franchement, et aujourd'hui le Maroc décide c'était pas prévu, personne ne le voyait venir. Le Maroc vient d'instaurer un visa électronique gratuit, répétons-le, gratuit, contrairement à ce que ça a été rapporté, pour 8 pays africains, Gabon, Sénégal, mais surtout la Côte d'Ivoire. Mais surtout ce qui a dérangé certaines personnes, ce qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est pour les Algériens et les Tunisiens. Abdo, qu'est-ce que tu en penses de cette décision souveraine? Bon, elles ne sont pas aussi souveraines que cela. Je ne pense pas qu'elles ont été décidées dans le cadre de la souveraineté. Ce n'est pas la souveraineté du Maroc dont on va discuter aujourd'hui. C'est la pertinence de la décision qui cause problème. Alors, pour juger ce dispositif, il faudrait d'abord voir comment il sera faisable. Donc, moi, je ne comprends pas. On met un visa, mais il est gratuit. Donc, ça sert à quoi? Est-ce que ce visa sera accordé à tous les demandeurs? Ou est-ce qu'il sert à filtrer les demandeurs? Ou est-ce qu'on va refuser l'accès à certains au détriment des autres? Ça, donc, on n'arrive pas à comprendre réellement les objectifs. Moi, je sais, j'ai une idée, parce que je suis quand même bien placé pour savoir que, effectivement, les autorités marocaines, elles craignent l'arrivée massive de certains agents de troubles ou des influenceurs algériens qui voudraient peut-être, le comme syndrome de Khartoum, avec comme dit Monem. Ouais, non, ça nous rappelle un peu les incidents qui ont eu lieu à Abidjan avec une certaine influenceuse qui a insulté les Ivoiriens. Qui est même parti au Qatar. Voilà, des semeurs de haine. Effectivement, le Maroc peut-être craint, je pense, c'est ça la raison. Je pense que le Maroc craint un déferlement. Non, je termine. Le Maroc craint un déferlement de certains influenceurs, de certains agents de propagande. Algériens. Je parle des Algériens. Algériens, oui, ou Algériens notamment, vu la sensibilité actuelle des relations entre les deux pays, qui voudraient saboter le bon déroulement de la compétition. Mais je pense l'erreur, quand même, est de mettre tout le monde dans le même sac. Et ça, c'est vraiment pas bien. Je pense que le Maroc a suffisamment, a une infrastructure sécuritaire suffisamment bien outillée pour pouvoir identifier les agents de trouble ou les agents de propagande. Sinon, ça serait grave. Mettre tout le monde dans le même sac et obliger tous les Algériens à passer par le visa. Et je pense que cette mesure, elle a été faite pour les Algériens. On a inclus les Tunisiens et les autres parce que le Maroc aurait été extrêmement mal inspiré de dire je vise que les Algériens. Je pense que les autres pays, ils ont été mis dans le sac parce qu'on ne pouvait pas mettre un dispositif spécialement pour les Algériens. Pour être totalement honnête, c'est ce que nous ressentons, c'est ce que nous pensons, c'est ce que nous percevons. Maintenant, on ne peut pas dire que c'est de la discrimination, parce que l'Algérie impose des visas aux Marocains depuis septembre 2024. Donc quand on est Algérien, on a envie de crier et de dire c'est pas juste,
Mais quand on se Mais rappelle qu'il y a rappelons que c'est un le visa dispositif temporaire. existe, C'est un visa temporaire, non. Abdo. C'est pas un visa qui Donc, va. Oh, justement, donc, je un suis visa temporaire, ça veut dire quoi? Je suis Ça complètement en appuie la désaccord thèse. avec ce que tu dis, Abdou. Non, non, attends, il faut d'abord. Non, non, je Faisons termine un peu, là-dessus. faisons un Un peu visa de. temporaire, ça veut dire qu'on craint des Non, incidents non, non, pas dont du, mais alors là, pas du tout. dont les auteurs ne seraient que des Algériens. Non, non, non. Je pense D'abord, que c'est un peu discriminatoire. d'abord, Voilà. quand tu dis le Maroc le fait et met dans le sac les autres pays, la Tunisie et puis 3 ou 4 autres pays d'Afrique subsaharienne, parce qu'il ne veut pas signaler l'Algérie, je pense que c'est complètement faux. Parce que si le Maroc... Non, non, attends, laisse-moi terminer. Si le Maroc voulait signaler l'Algérie, ben, il aurait répliqué En instaurant un visa. en instaurant le visa il y a un an, je sais pas. La réciprocité, le principe de Non, réciprocité. il l'a pas fait. Donc ça, je pense que... Non, mais, là, tu as tort. Non, non, attends, laisse-moi terminer. Il ne peut pas mettre maintenant à la veille de la CAN. S'il Non, le non, faisait non, à la veille attends. de la CAN, Après, ça aurait été douteux. c'est Après, tout. ça, c'est un dispositif qui est entré en vigueur depuis et qui est allé en s'améliorant pour les grands événements sportifs depuis les Jeux Olympiques de 2008 à Pékin, en Chine. C'est les Chinois qui avaient commencé. Après, ça a été amélioré. Pendant la Coupe du Monde, notamment en Russie en 2018, surtout au Qatar en 2022. Et là, il y a deux sortes de visas en fait. Le Maroc, d'après l'information qui est sortie dans le communiqué, c'est le e-visa pour la CAN à travers comment on appelle ça, l'application Yalla. Yalla. C'est une répétition générale pour La Coupe du Monde de 2030, absolument. pour pouvoir contrôler que quand pour avoir ce visa, il faut que tu aies déjà acheté ton billet D'avion. d'avion et ton billet de stade. Et on sait dans quel stade tu vas et pendant combien de matchs tu vas y dans aller. quelle fan zone tu vas être. Ou dans quelle fan zone. Si les autres qui ont des affaires ou des visites familiales ou juste du tourisme, il y a toujours le dispositif à travers le portail du ministère des Affaires étrangères. Là aussi, pendant juste cette période-là, pour savoir qui va pour le match, qui va pour le... Ça permet surtout de contrôler tout ce qui est hooliganisme. Ça a commencé. On peut ne pas être d'accord. Moi, il y a un suivi sécuritaire, contrôle de faciès et toutes ces histoires-là. Malheureusement, c'est comme ça. On a ces téléphones-là, donc voilà. Et donc, c'est une répétition. Pour le Maroc, c'est une répétition générale pour 2030. Et puis aussi, ça permet, et c'est la CAF qui impose ça, avec la FIFA d'ailleurs, pour, comment dire, pour combattre tout ce qui est marché noir pour les billets d'avion. Parce que les billets de stade, d'accès au stade. Ça va être fini. Tu as un billet électronique avec un QR code et tout ça. Enfin, c'est assez compliqué pour avoir. Moi, je donne juste un petit exemple. Il y a 2 semaines, j'ai été à Casa pour voir le match Algérie-Guinée au stade Mohamed V. Eh ben, j'ai acheté le billet je l'ai payé à travers une application. Sur le net. Sur le net. Et le retrait physique. Quand j'ai payé avec un QR code, j'ai été dans un guichet physique à côté du stade. Je lui ai montré et c'est lui qui m'a donné le billet physique toujours, en papier. Toujours, ouais. Et pendant la Coupe d'Afrique, même le stade Mohamed V, il est déjà équipé, il n'y aura plus de billets papier. À acheter sur. Il n'y aura plus de billets papier. Tu arrives, il y a, comment on appelle ça, le tourniquet, ouais. Tu scannes, tu te fais chercher, fouillé par les agents de sécurité, la police, et tu rentres dans ta place. Donc en fait là, je crois la polémique lancée par pas mal de confrères algériens, surtout tunisiens, elle n'a pas lieu d'être. Celui qui veut venir regarder le match, ben, il a qu'à faire un petit effort et il viendra regarder le match avec son billet d'avion et son billet de stade. Et il viendra pas pour autre chose. Voilà. Non, mais la question qui se pose. Et si tu veux venir pour autre chose, tu peux toujours avoir un visa à travers le ministère des Affaires étrangères. Et ça s'arrêtera le 25 janvier. Attendez, moi, pour juger ce dispositif, j'attends que les premières demandes soient formulées. Alors, imaginons est-ce que si j'ai le billet d'avion et j'ai le billet du stade, est-ce que le Maroc peut me refuser le visa?
Non, il n'y a Parce pas de... que Non, je suis, non, par non. exemple, non, alors, je vous non. donne un exemple. Je vous donne un exemple. S'il y a un influenceur ou un journaliste, clairement, parce que le problème, il est là. Le problème de cette CAN, c'est quoi? C'est que nous avons les Algériens dans le football. Ça va se passer au Maroc. C'est un grand malheur pour les partisans du régime algérien et pour les partisans, faut dire la Pourquoi? vérité, c'est un grand malheur. Pourquoi? Donc, moi, je suis un partisan de l'amitié entre les deux Oui, pays, mais pourquoi donc c'est un grand pour moi, malheur? c'est un grand Explique, bonheur. Mais explique pourquoi? pourquoi c'est un grand malheur Attends, pour le. j'explique. Je suis en train d'expliquer. Mais pour les partisans du régime Tebboune, pour les partisans de la politique de la politique marocophone, parce qu'on a le droit de critiquer le Maroc. On a le droit de, moi, je peux critiquer le Maroc, Bah, je peux encore critiquer heureux, l'univers oui. public au Maroc. Encore heureux. On peut critiquer Non, n'importe quel voilà. pays. C'est On parle, normal. non, peut-être que chez vous, on ne critique pas assez, mais en tout cas, il y a la possibilité, on peut s'auto-octroyer le droit de critiquer le Maroc. Mais la gêne, elle est où? La gêne, elle est au niveau des partisans du régime de Tebboune, qui, pendant 4 ans, les partisans de la marocophobie, ils ont insulté le Maroc jour et nuit. Comment peuvent-ils venir aujourd'hui supporter l'équipe nationale au Maroc? Comment ils vont se comporter? Alors, le problème, il est là. Et je pense que les autorités marocaines, elles craignent des incidents avec ces gens-là, pas avec tous les Algériens. Vous aurez maintenant une influenceuse, vous les connaissez, les anti-marocains en Algérie, ils sont connus, ils assument. Sur TikTok, sur les Facebook, sur Instagram. Il y a aujourd'hui des gros spécialistes de l'insulte, de la marocophobie. C'est devenu un business. C'est devenu un business, la marocophobie. On les connaît. Les Ahmed Hafsé, les influenceurs qui sont en France qui ont été condamnés, la dame de Lyon avec l'égérie de Lyon qui insulte tout le temps, etc. Donc ces gens-là, est-ce que le Maroc va leur accorder le visa, oui ou pas? C'est Alors, ça la question. S'ils ont un Moi, billet, je pense s'ils que- ont un billet moi, je d'avion, pense- s'ils ont un billet non, je d'avion, finis je là-dessus, pense, s'ils ont un Karim. billet Je d'avion. pense que les autorités marocaines ils auraient été plus judicieux de laisser tout le monde rentrer. Et les anti-marocains sont connus parce que l'anti-marocanie, la marocophobie n'est pas une maladie algérienne. Elle ne touche qu'une partie des partisans du régime. La majorité de la population n'a pas de problème avec le Maroc. La majorité de la population, elle va venir pour voir le foot. Il y a beaucoup d'Algériens qui ont des femmes marocaines, des Marocains mariés à des Algériens, et vice-versa. Et surtout en Europe. Surtout en Europe. Il y a Moi, beaucoup je de couples pense- mixtes en Europe. ouais, alors je pense Voilà, que... donc le problème est avec un petit groupe que les autorités marocaines savent identifier, puisqu'ils sont connus, ils sont assumés. Bah, et qu'ils auraient comme pu, tu as on dit, aurait comme pu tu as les dit, Abdo, gérer. je vais un peu abonder dans ton sens allez, on va faire un peu de politique fiction. Si Ahmed Hafsi ou un autre ou une autre a son billet d'avion, son ticket de stade, ce qui est facile à avoir, est-ce que l'État marocain va les empêcher de rentrer? Je ne pense pas, non? Non, je ne le crois pas, mais de toute façon, au-delà de ce que vient de dire Abdou, en citant, je sais pas, les influenceurs que le Maroc n'aimerait pas voir ici, tout ça, non, je pense pas que c'est ça la vraie raison. C'est du benchmarking, toute cette histoire, qui a été fait sur les événements dans des pays où il y a eu des événements sportifs et dans des pays, notamment en Afrique du Nord, où il y a eu pas mal de problèmes. Et il ne faut pas qu'on se cache le visage. Non, mais les cannes n'ont pas été caractérisées par des gros problèmes d'hooliganisme. Je rappelle. Non, mais il n'y a pas eu de drame d'hooliganisme Mais majeur dans attends. l'histoire des cannes. Non, ça c'est vrai. Mais par contre, je rappelle quand même qu'en 2004, pendant un fameux quart de finale Maroc-Algérie, pendant la CAN en Tunisie, il y a eu un afflux incroyable de supporters algériens qui ont débarqué. Ouais, mais les frontières terrestres étaient ouvertes quand même. Mais là, l'autre jour, comme j'ai dit, j'étais à Casablanca, il y avait des Algériens qui sont venus de Tunisie par avion. Donc en fait, les gens, ils ont du la capacité de transporter des milliers est limitée quand même. S'il y a une discrimination, pour moi, dans toute cette histoire, parce que, juste, j'ajoute une info, il paraît que le e-visa, là, pour la CAN, ne concerne pas les gens qui ont plus de 55 ans et moins. Absolument. Mais s'il y a discrimination, Abdo, et là, donc, Abdo, toi, tu n'as pas de problème, tu as 60 ans, tu peux rentrer au Maroc, il n'y a pas de problème. Non, mais la discrimination, c'est quoi? Ça n'a aucun sens. C'est parce que c'est toute la diaspora maghrébine, tunisienne, algérienne, d'Afrique subsaharienne, qui est en Espagne, qui est en France, qui a d'autres passeports, qui a un passeport français ou un passeport espagnol ou un passeport belge.
Eh ben, et l'exemple de ce... ils vont tous débarquer. Donc en fait, c'est les mêmes Algériens, même s'ils c'est ont des le milliers passeport, d'Algériens. c'est les mêmes Tunisiens. C'est des milliers d'Algériens en C'est Europe. c'est là pour moi la discrimination. Si on veut critiquer Non, mais la décision voilà, donc marocaine, ce sur les gens qui dispositif vont n'a venir aucun sens. d'Algérie, de Donc, là, je Tunisie marre. ou des pays subsahariens, Écoute- c'est à partir de là. Écoutons ce que dit Non, Abdo. mais c'est pour ça que je dis, le Maroc aurait dû préparer une réponse sécuritaire au lieu de Ah, mettre ça, je n'a aucun pense sens, qu'il ce y a visa. une réponse qui est préparée, ça c'est certain. Alors Je pense que- l'anti-marocain, on a bien vu, il y a beaucoup d'anti-marocains qui sont des binationaux. Ils insultent. Ils Je peuvent pense venir pas, avec un je passeport pense français. sincèrement, tu vas Abdo, faire moi quoi? je ne pense pas que Non, mais Moulay, l'État il vient avec un marocain ou pas- les responsables marocains ont peur des influenceurs algériens ou tunisiens ou qui vont venir ici. Moi, je insulter. crois Non, que c'est crois le pas. vrai problème. Ah non, je pense C'est pas. le vrai problème parce que. Alors, et là, Je pense pas que c'est ça effectivement, le vrai problème. Le moi, je vrai l'appelle- problème, je pense- c'est le marché noir et c'est Non, les Mais Abdo, mouvements de hooliganisme. posons Le les marché choses. noir, tu peux pas lutter à tout prix avec des systèmes de e-visa, ça n'existe pas. Ça, y a Le pas vrai de... problème, ce Oh, n'est pas de contrôler tel influenceur ou non, non. Le vrai problème pour tous les grands événements sportifs, le Maroc, c'est pour le Maroc, c'est une répétition pour 2030. Il faut jamais l'oublier. Et pour les instances du football, qu'ils soient africains ou mondial, c'est le marché noir et le hooliganisme. Moi, je pose une question. Combien Moi, on je peut partage pas recevoir votre- d'Algériens? Il n'y a pas de vol direct entre les deux pays. Oublions-le. Les frontières sont fermées. Ouais, Alors, ouais, absolument. pour passer de Tunis ou... Et malgré ou- ça, il voyage. L'autre jour, je t'ai dit, moi j'étais surpris avec le nombre Ouais, mais il y qu'il avait au stade. 5 000, 4 000 personnes pour Oui, un match. bah oui. Là, c'est... Moi, c'est- Mais attends, mais heureusement Mais c'était qu'on juste voyage, un match. Moulay. Et il y avait 5 Non, 000. mais si le heureusement. Maroc, non, mais si le Maroc organise une Coupe d'Afrique, c'est pour qu'on puisse venir. Bah oui, c'est pour Sinon, recevoir on va les faire gens, un ça c'est huis clos. clair. Ça c'est Je pense clair. que le Maroc n'est pas Mais pour contre le moment, fait le que les Maroc n'a Algériens pas dit ne arrivent. venez pas. Il a juste dit, voilà. Venez avec un billet. Venez avec un billet billet. pour entrer au stade. C'est tout. Mais après le, Non, après mais, le 25, vous ok, venez mais, quand vous voulez. il faudrait. Ok, moi, ok, je peux être un supporter, je n'accède pas au stade. Je peux aller à la fan zone. Non, tu peux pas si tu n'as pas de billet. Moi, je suis Si tu n'as algérien. pas le billet, tu ne Attends, pars je suis pas. algérien, Dans le monde, je si veux tu n'as aller pas de venir billet, au tu ne vas match pas dans la avec fan zone. Non, mais attends, je suis algérien, je veux venir voir le match avec mes amis marocains. C'est un problème. Ça n'a pas de sens. La CAN, on peut pas demander. C'est comme si demain on organise une Coupe du Monde et on dit vous ne venez pas que c'est lui qui a des tickets. Donc tu vas te priver de plusieurs millions de personnes qui peuvent faire du tourisme, qui peuvent venir. Et si je suis un Ah, Algérien porteur d'un passeport français, ce qui est le cas de pratiquement de 100, 300 000 Voilà. ou 400 plus, Voilà. comment on fait, monnaie? Alors, Ça c'est- aussi, ça pose Bah une oui, c'est question. ça que je viens de dire. Oui, Voilà. mais tout en sachant que les gens qu'on pourrait recevoir de l'Algérie, c'est pas un nombre extraordinaire. Ouais, Parce ça sera pas un que nombre combien il y a de extraordinaire. vols Tunis-Casablanca? Il y en a deux par jour. Ouais, Deux tu par sais, jour. Moi, je serais tenté de dire, en fait, reprendre un petit peu ce qu'a dit Abdo, que la mesure a été faite à cause des Algériens. Moi, je la reprendrais, mais je changerais le mot algérien par un autre pays, un peu plus à l'est de l'Algérie. Suivez mon regard. La Tunisie? Oui, Pourquoi? Pourquoi la Tunisie? parce Pourquoi? que je ne sais rien. Donc là, on Je est dans me une, trompe. on est dans une mesure Probablement, politique et non je plus me sportive. trompe, je me trompe, mais avec, il y a eu pas mal de. On n'a jamais eu de problème avec les supporters algériens quand ils veulent Et avec les regarder des Tunisiens matchs. non plus. Si, avec les Tunisiens, il y a eu pas mal de. Il y a eu pas mal de. Non, ils de ont des problèmes. ultras. Ils ont des gens qui sont un petit peu. Mais bon, bref, tout le monde est bienvenu pour moi, il n'y a pas de problème. Hein. Bah oui, c'est une fête. Moi, je Ouais, pense- peux moi, nous je dire- Je peux pense- accueillir mes amis tunisiens. Moi, s'ils je écoutent pense tout qu'on ça, devrait, que chacun Mais bon. doit assumer une part de responsabilité, que Mais les intellectuels algériens essayent de mettre en garde aux anti-marocains. Vous n'aimez pas le Maroc, n'allez pas au Maroc, c'est tout. C'est pas la peine d'aller au Maroc pour faire un live, insulter les Marocains et provoquer les C'est pas Marocains, grave. c'est tout. On est quand même Moi, un je grand vais pays. dire. On peut Et supporter le qu'un problème sera influenceur réglé. vienne ici, Non, mais- nous insulte. Il n'y a pas de problème. Non, On mais est le fair problème play. sera réglé. C'est pour faire comme on a. Il y a quelques énergumènes qui sont intéressants, qui peuvent venir effectivement pour provoquer, pour essayer de provoquer. Les provocateurs, il y en a. Mais Mais je pense que la réponse- il va y en avoir, même avec cette mesure, il y en aura. Mais c'est Voilà. pour ça que je Donc, répète, elle- moi, donc, elle il y a- a deux, elle a été deux choses inutile. pour cette Elle a histoire. été inutile. Probablement pour quand, je ne sais pas si tu veux arrêter la discussion sur ce problème, sur cette question-là d'actualité, le e-visa et la CAN. Ouais, moi, je répète, il y a une discrimination. Si on se rappelle que bon, il y a des Maghrébins d'origine qui sont en Europe et qui ont d'autres passeports et donc qui ne sont pas concernés a priori par ce e-visa. Ah non. Et puis la deuxième chose, je pense que la raison pour laquelle ils l'ont fait, les autorités marocaines ont décidé, c'est répétition générale pour la Coupe du Monde, et c'est surtout le hooliganisme et à grande échelle et Donc on posera toujours la question. Le est-ce marché noir. Est-ce une mesure politique et sécuritaire ou est-ce une mesure sportive
On aura la preuve quand on lancera réellement, c'est aujourd'hui que c'est lancé la vente des billets sur. Ouais, bah, ça a commencé hier, je pense, ou aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense aujourd'hui. Voilà, bah, dernier sujet, abordons-le avant de terminer. Les pays européens reconnaissent de plus en plus l'État de Palestine. Est-ce que le dossier n'est plus chez les Arabes, Abdo? Absolument, le dossier n'est plus chez les Arabes, et tant mieux. Et tant mieux, mais le problème, c'est l'humiliation. Non, mais maintenant, le problème, c'est l'humiliation des pays arabes, notamment de certains de ces pays souverainistes qui nous disent qu'ils sont une puissance régionale. Quand on voit l'Italie et l'Espagne, on voit des navires de guerre pour accompagner la flottille jusqu'à Gaza, pour le protéger, alors que certains pays arabes mettent des milliards dans des sous-marins, dans des bateaux, mais ils n'osent même pas aller pointer leur nez pour dire aux Israéliens, ne tuez pas ces gens-là, c'est des pacifiques, vous n'avez pas le droit de le faire dans les eaux internationales. On est complètement choqués. Aujourd'hui, l'Espagne, surtout l'Espagne, a révélé au grand jour non seulement l'hypocrisie, mais la faiblesse et l'impuissance des États arabes. Et moi, j'en veux pas, je vous dis la vérité, j'en veux pas aux pays qui ne se la jouent pas souverainistes, etc. Mais à des États qui se la jouent souverainistes, puissants, anti-israéliens, anti-sionistes, quand on voit des soldats, par exemple, quand on fait défiler des soldats qui crient Gaza, eh ben c'est le moment de voir ces soldats crier. يا اخويا حطهم في بابور ونروحوا سيدي يدوهم كلك احنا à Alger on a un proverbe كلك سبع وكلني. Ben, envoyez les marines, moi je vais le dire demain. Je ne comprends pas pourquoi chez Ngrihan on ne voit pas un bateau algérien comme l'a fait l'Espagne. On a des ressortissants algériens. Et que toi tu es antisioniste et que vous voulez défier Israël et vous êtes chez Shengriha, on voit un bateau, il y a beaucoup de nationalistes qui vont le prendre. Peut-être qu'ils vont prendre la poudre d'escampette. La question palestinienne, et tant mieux, n'est plus une question arabe. C'est une question universelle qui mobilise davantage la jeunesse et les sociétés civiles occidentales ou des pays de l'Amérique latine ou aussi un peu des pays asiatiques, un peu moins peut-être des pays asiatiques. Ce n'est plus une question arabe et c'est tant mieux. Je crois que le poids des images, les horreurs du génocide, avec les réseaux sociaux, etc., ont fortement ébranlé les opinions publiques occidentales. Ça ne peut plus durer. Les sociétés civiles espagnoles, en Espagne, en Italie, en France, un peu partout, la question palestinienne est devenue une question universelle. C'est peut-être grâce à cette mobilisation que la Palestine pourrait enfin recouvrir son indépendance ou ses droits. Mounim, tant mieux que les pays arabes ne s'occupent plus, enfin ne s'occupent plus. Non, mais il faut préciser quand même que l'initiative conduite par le président français Emmanuel Macron au siège des Nations Unies, c'est une initiative franco-saoudienne. Donc en fait, les Arabes, ils s'occupent toujours de la Palestine. Probablement le plus grand revers qu'a subi Netanyahou dans l'histoire des accords d'Abraham, c'est justement que l'Arabie saoudite n'y croit plus, ne va plus adhérer à l'accord d'Abraham parce qu'elle veut la fin du génocide qui se passe à Gaza. L'autre chose, en fait, c'est que toute la reconnaissance et cet élan qu'il y a, et notamment en Espagne au niveau populaire, au niveau du gouvernement espagnol de Pedro Sánchez, en France au niveau populaire, mais pas au niveau de tous les politiciens français, si on accepte Mélenchon. En Angleterre, c'est un petit peu la même chose, c'est au niveau populaire dans tous les pays pratiquement, même aux États-Unis, mais les gouvernants occidentaux, c'est vrai que cette reconnaissance il y a plein de pays qu'on n'imaginait pas qui ont suivi la reconnaissance ou le plan préconisé par Macron et l'Arabie saoudite. Je pense notamment au Canada, à l'Australie, au Royaume-Uni. Rien que ces trois pays-là, normalement, c'est des satellites des États-Unis, hein, oui. et qui reconnaissent la Palestine. Donc ça remet la Palestine, même si ça reste symbolique. Est-ce que les pays occidentaux sont en avance dans leur position sur les pays arabes? C'est ça ma question. Non, ils ne sont pas en avance. Ils ne sont pas en avance parce que j'allais terminer en disant qu'en fait, ça remet la Palestine d'un point de vue sur le devant de la scène internationale, et donc ces responsables politiques essaient un petit peu de s'aligner sur leurs opinions publiques, mais ils stop short, ils s'arrêtent aux sanctions. Pourquoi ils ne sanctionnent pas Israël comme ils sanctionnent la Russie dans l'histoire de la guerre en Ukraine? Donc en fait, il ne suffit pas de reconnaître la Palestine. Il faut arrêter d'énoncer les accords de libre-échange entre l'Union européenne et Israël. Il faut dire au monde que
quand ils envoient des aides aux Palestiniens, l'Union européenne, beaucoup d'argent, l'argent du contribuable européen, quand les aides humanitaires qui partaient en Palestine, ils sont débarqués dans les ports israéliens et Israël prend une taxe sur ce. C'est du maquillage, ce que tu veux dire. Reconnaître aujourd'hui, c'est simplement. Il y a une hypocrisie. Il faut sanctionner. Pourquoi on parlait de football tout à l'heure. La Russie a été bannie de toutes les événements sportifs et même culturels. Et Israël veut encore. Les vols, il n'y a plus de vols entre la Russie et les pays occidentaux. Qu'elle joue pour qu'elle se qualifie à la Coupe du Monde qui va avoir lieu aux États-Unis, au Canada, au Mexique. Mais pourquoi vous boycottez? Pourquoi l'UEFA, par exemple, ne boycotte pas ou ne bannit pas les clubs israéliens de participer à la Champions League? Ça va au-delà des symboles. Et les sanctions, pour conclure, avant de partir, les sanctions économiques. Malheureusement, je dois partir, Karim, pour un rendez-vous important, vu pas avec Nasser Al-Jin, j'espère. Mais je crois qu'on a terminé, non? J'espère bien. Mais je pense qu'il y a aussi une erreur fondamentale. Il faut le dire. Les pays qui ont normalisé les relations avec Israël, les pays arabes, auraient dû prononcer leur rupture en attendant la fin du jour. Ou geler au moins. Je crois que le Maroc, un pays comme le Maroc, il faut le dire, le Maroc gagnerait à préserver sa réputation et son honneur et sa crédibilité en annonçant la rupture des relations, geler les accords d'Abraham en attendant la fin du génocide. Ça me paraît une décision qui s'impose aujourd'hui. Alors, on peut comprendre que les pays arabes ne peuvent pas envoyer des bâtiments de guerre, mais ils peuvent au moins geler ou... Il n'y a pas que le Maroc, il y a la Jordanie, le Qatar, les Émirats... Mais pourquoi tu dis on peut comprendre qu'ils ne peuvent pas envoyer des bateaux? Mais pourquoi ils achètent des bateaux? Pourquoi ils achètent comme tu dis tout à l'heure, s'ils ne les envoient pas, s'ils ne les utilisent pas maintenant? Rien que... Pas pour attaquer Israël, non, pour protéger la flottille. Non, c'est bien clair. Ils peuvent le faire. Les bateaux les achètent pour... les bateaux les achètent contre nous. Je suis content qu'on soit tous une fois d'accord sur un sujet. Nous arrivons malheureusement à la fin de cette émission, de cette belle émission. Maghreb est également sur Maghreb Intelligence. Merci Abdo, merci Monaim. À la semaine prochaine. Restez... Et visa ou pas visa, la CAN, c'est nous qui la gagnerons. On verra ça. C'est sur le terrain que ça va se jouer. Hein. On verra. Merci beaucoup, à très bientôt. À bientôt.